debout dans cette salle d'audience de divorce, regardant mon mari, David, me sourire d'un air narquois, alors que sa secrétaire de 22 ans, Amber, s'accrochait à son bras, j'ai senti mon monde s'effondrer. Sa mère, Patricia, était assise derrière eux, chuchotant des commentaires cruels sur le fait que je n'avais jamais mérité l'argent de leur famille. David s'est penché en arrière avec assurance et a déclaré au juge, « Votre honneur, elle ne touchera plus jamais à mon argent. » Amber a gloussé et a dit, « C'est vrai, chérie. » Patricia a souri froidement. Elle ne mérite pas un seul centime. Mais alors, le juge Harrison a ouvert ma lettre scellée. Je m'appelle Monica et, il y a 6 mois, je pensais avoir un mariage convenable. David et moi étions ensemble depuis 5 ans, vivant dans notre modeste maison de plain-pied sur M Street à Columbus, dans l'Ohio. Il travaillait comme expert en sinistre pour Midwest Mutual, s'occupant des accidents de voitures et des réclamations immobilières dans tout le centre de l'Ohio. Je coordonnais les campagnes marketing pour une petite agence de publicité du centre-ville, gérant les comptes de réseaux sociaux pour des restaurants locaux et des magasins de détail. David se plaignait toujours de l'argent. Chaque sortie à l'épicerie entraînait des sermons sur le fait de trop dépenser pour des légumes biologiques. Lorsque je suggérais une escapade d'un week-end à Cedar Point, il secouait la tête et marmonnait à propos de notre budget serré. Il conduisait une Honda Civic vieille de 10 ans avec un pare-choc bosselé, prétendant que nous ne pouvions pas nous permettre de payer une voiture. Nos meubles provenaient de vœux-greniers et de rayons de déstockage. Je croyais sincèrement que nous avions des difficultés financières. Sa mère, Patricia, renforçait constamment ce discours. Lors de ses visites hebdomadaires du dimanche, elle examinait nos achats et faisait des commentaires sur le fait que David méritait mieux que quelqu'un qui ne comprenait pas la responsabilité financière. Elle mentionnait la modeste pension de son défunt mari et comment David hériterait un jour de leurs petites économies, mais seulement s'il restait avec quelqu'un digne des valeurs familiales. La vérité a commencé à se fissurer il y a 6 mois, un mardi matin de mars. Je me dépêchais pour aller travailler quand mon téléphone a vibré avec un SMS. L'aperçu affichait « J'ai hâte d'être à ce soir, bébé. Cette chambre d'hôtel va être incroyable. » Le nom de l'expéditeur apparaissait comme Amber, avec un emoji cœur. J'ai eu l'estomac noué. Je connaissais Amber Walsh des fêtes de Noël du bureau. C'était la secrétaire de David, une blonde pétillante qui avait obtenu son diplôme de l'État de l'Ohio seulement 2 ans plus tôt. Elle flirtait toujours avec David lors des événements d'entreprise, mais je faisais entièrement confiance à mon mari. J'ai appelé David immédiatement. Sa voix est devenue glaciale quand j'ai lu le message à haute voix. « Tu es paranoïaque, Monica. Amber a envoyé ça à la mauvaise personne. Elle sort avec un type de son complexe d'appartement. » Mais le doute s'était installé dans mon esprit. Ce soir-là, j'ai remarqué que David prenait une douche plus longue que d'habitude et utilisait une eau de Cologne qu'il n'avait jamais portée auparavant. Lorsqu'il a prétendu devoir travailler tard sur une enquête de sinistre complexe, j'ai senti que quelque chose ne tournait pas rond. 3 jours plus tard, j'ai décidé de le surprendre avec un dîner à son bureau. Le bureau d'Amber était vide, mais la lumière du bureau de David brillait derrière le verre dépoli. J'ai poussé la porte et je les ai trouvés en train de s'embrasser passionnément contre son classeur. Le chemisier d'Amber était déboutonné, et les mains de David erraient à des endroits où elles n'avaient rien à faire. Ils se sont écartés comme des adolescents coupables. Le visage d'Amber est devenu cramoisi alors qu'elle tripotait ses boutons. L'expression de David est passée du choc à la colère, puis au calcul froid en quelques secondes. « Monica, ce n'est pas ce que tu crois », a-t-il dit, sans aucune conviction. « Vraiment ?» ai-je demandé, ma voix étonnamment stable. Parce qu'on dirait bien que tu me trompes avec ta secrétaire dans ton bureau. Amber a attrapé son sac à main et s'est enfuie en passant devant moi sans me regarder dans les yeux. David a rajusté sa cravate et s'est assis à son bureau comme si de rien n'était. Nous devons parler de ça à la maison, a-t-il dit avec dédain. Le trajet jusqu'à la maison m'a semblé une éternité. Mes mains tremblaient sur le volant alors que je repassais en boucle chaque moment suspect des derniers mois, les rentrées tardives de David, son intérêt soudain pour la salle de sport, la façon dont il gardait son téléphone comme un secret d'État. À la maison, David n'a pas nié l'aventure. Au lieu de cela, il m'a attaqué. « Tu te laisses aller, Monica. Tu es ennuyeuse. Tu ne veux jamais rien essayer de nouveau. Amber me fait me sentir vivant à nouveau. » Je l'ai supplié d'envisager une thérapie. J'ai promis de changer, d'être plus excitante, de travailler sur tous les problèmes qu'il voyait dans notre mariage. David a écouté avec la patience de quelqu'un qui tolère le caprice d'un enfant.
J'ai fini, Monica. Amber et moi sommes amoureux. Tu dois accepter cela et passer à autre chose. Les semaines suivantes sont devenues un cauchemar d'humiliation. David a amené Amber chez nous, cuisinant ouvertement le dîner pour elle dans notre cuisine pendant que je restais dans la chambre d'amis. Les voisins chuchotaient quand je relevais le courrier. Les amis ont cessé d'appeler, ne sachant pas comment gérer le malaise. Mais le véritable choc est survenu lorsque je nettoyais le bureau de David, 2 mois plus tard. Son ordinateur portable était ouvert, et une notification est apparue venant de quelque chose appelé Coinbase Pro. Curieuse, j'ai cliqué sur l'onglet du navigateur. Mon souffle s'est bloqué dans ma gorge. Le portefeuille de crypto-monnaie de David affichait un solde de 2 447 312 $. L'historique des transactions remontait à 3 ans, montrant des achats réguliers de Bitcoin, d'Ethereum et d'autres devises numériques. Les sources de financement étaient des comptes bancaires que je n'avais jamais vus auparavant. David, qui prétendait que nous ne pouvions pas nous permettre un nouveau réfrigérateur, était secrètement millionnaire. J'ai rapidement photographié l'écran avec mon téléphone avant de fermer l'ordinateur portable. Cette nuit-là, je suis resté éveillé, fixant le plafond, réalisant que mon mari menait une double vie depuis des années. Alors que je découpais des coupons et achetais des marques génériques, il bâtissait une fortune qu'il me cachait complètement. La trahison semblait plus profonde que l'adultère. Amber était jeune et naïve, mais cette tromperie financière nécessitait des années de mensonges calculés, de fausses scènes de pauvreté et de manipulation. David m'avait regardé stressé pour l'argent tout en amassant des millions sur des comptes secrets. La découverte de la richesse cachée de David a déclenché quelque chose de désespéré en moi. Je suis devenu détective dans ma propre maison, cherchant des indices sur l'étendue de sa tromperie. Ce que j'ai trouvé a rendu l'aventure presque triviale en comparaison. Notre compte chèque joint, qui contenait 32 000 $ 3 mois plus tôt, affichait maintenant un solde de 473 $. J'ai appelé la banque et appris que David avait effectué plusieurs retraits importants au cours des 6 dernières semaines, prétendant qu'il avait besoin d'argent liquide pour des projets de rénovation domiciliaire qui n'ont jamais eu lieu. Le compte d'épargne que nous avions constitué ensemble pendant 8 ans était complètement vide. David l'avait fermé à mon insu, imitant ma signature sur les papiers. Lorsque j'ai confronté la directrice de la banque, Madame Henderson, elle s'est excusée profusément mais a expliqué qu'ils avaient accepté la documentation parce que la falsification de David semblait convaincante. Pire encore, j'ai découvert que David avait contracté un prêt de 28 000 $ en utilisant mon nom et mon numéro de sécurité sociale. L'argent avait servi à acheter une BMW décapotable flambant neuve qu'Amber conduisait en ville comme si le monde lui appartenait. Lorsque j'ai essayé de signaler cela comme un vol d'identité, David a produit des documents montrant mon prétendu consentement à l'achat. La découverte la plus cruelle est survenue lorsque j'ai trouvé les relevés du compte de retraite de David. Il avait encaissé mon petit 4 cents de mon emploi précédent sans me le dire, utilisant des formulaires d'autorisation falsifiés pour réclamer l'accès conjugal lors d'une urgence financière. 12 000 $, qui représentaient mes seules économies indépendantes, s'étaient volatilisés dans les comptes secrets de David. Pendant ce temps, Patricia participait activement à la campagne de David pour me détruire financièrement. Elle fournissait de faux documents affirmant que certains comptes bancaires appartenaient exclusivement à David dans le cadre de son héritage paternel. Elle notariait des papiers frauduleux déclarant que je n'avais aucun droit légal sur les actifs que nous avions acquis pendant notre mariage. La violence émotionnelle s'est intensifiée parallèlement au vol financier. David a installé Amber dans notre chambre d'amis pendant que j'étais à Portland pour m'occuper de mon père mourant. Je suis revenu des funérailles pour trouver les vêtements d'Amber suspendus dans mon placard, et ses articles de toilette couvrant le comptoir de ma salle de bain. Elle vit ici maintenant, a annoncé David avec désinvolture. Tu peux rester jusqu'à ce que le divorce soit prononcé, mais ne fais pas de vagues. Amber me traitait comme une invitée indésirable dans ma propre maison. Elle cuisinait des repas élaborés pour David tout en ne préparant ostensiblement que pour 2 personnes. Elle a réorganisé nos meubles à son goût, jetant les courtes pointes de ma grand-mère et les remplaçant par des décorations modernes provenant de magasins coûteux. Les commérages du quartier sont devenus insupportables. Madame Patterson, la voisine d'à côté, a cessé de me parler entièrement, apparemment convaincue que j'avais poussé David à me tromper par mes propres échecs. À l'épicerie, les gens chuchotaient et me montraient du doigt, d'anciens amis traversaient la rue pour éviter les conversations gênantes. Ma performance au travail a souffert car le stress consumait ma concentration. J'ai fait des erreurs sur les campagnes des clients et manqué des échéances importantes. Ma patronne, Sarah Martinez,
m'a appelé dans son bureau pour discuter de la baisse de la qualité de mon travail. Je voulais expliquer ce qui se passait à la maison, mais l'humiliation me semblait trop accablante. Le point de rupture est arrivé un jeudi soir de juin. Je préparais un sandwich pour le dîner quand j'ai entendu David et Amber planifier leur avenir ensemble dans le salon. Une fois le divorce prononcé, nous aurons assez d'argent pour acheter cette maison sur Riverside Drive, a dit David avec assurance. Le portefeuille de crypto-monnaie vaut plus de 2 millions maintenant. Amber a poussé un cri d'excitation. Et ensuite, nous pourrons faire ce voyage en Europe que tu as promis. Paris, Rome, Barcelone. J'ai hâte de poster des photos de tous ces endroits incroyables. La meilleure partie, c'est que Monica ne saura jamais pour le véritable argent, a continué David. Elle pense que je suis juste un assureur en difficulté. Mon avocat dit qu'elle aura de la chance d'obtenir 50 000 $ de nos biens communs. Amber a ri cruellement. Une fois qu'on se sera débarrassé de cette pathétique épouse ratée, on aura tout ce qu'on a toujours voulu. Elle est tellement stupide qu'elle a cru que tu étais pauvre. Ils ont tous deux gloussé comme des conspirateurs planifiant le crime parfait. Je suis resté figé dans la cuisine, mon sandwich oublié, alors que toute l'étendue de leur stratagème devenait claire. David ne m'avait pas seulement trompé physiquement et émotionnellement. Il avait orchestré une fraude financière élaborée conçue pour me laisser sans rien, pendant que lui et Amber commençaient leur vie de rêve avec de l'argent volé. Cette nuit-là, j'ai pris une décision qui allait tout changer. Je n'allais pas tomber sans me battre. Trouver un avocat s'est avéré plus difficile que prévu. La réputation de David dans le secteur de l'assurance à Columbus lui donnait des relations que je ne pouvais pas égaler. 3 avocats ont refusé de me représenter après avoir appris le nom de David, citant des conflits d'intérêts potentiels. Un 4e avocat a proposé des honoraires si élevés que j'ai réalisé que le sabotage financier de David avait été stratégiquement conçu pour me laisser incapable de me payer une représentation juridique adéquate. Finalement, Jake Rodriguez a accepté de prendre mon dossier. Son bureau occupait un espace dans un petit centre commercial, entre un salon de manucure et un service de préparation d'impôts. Mais ses références semblaient solides. Jake avait obtenu son diplôme de la faculté de droit de l'État de l'Ohio 15 ans plus tôt et se spécialisait dans les affaires de divorce familial. Il a écouté avec sympathie pendant que j'expliquais l'aventure de David, sa richesse cachée en crypto-monnaie et les documents falsifiés qui avaient vidé nos comptes joints. C'est pire que la plupart des cas que je vois, m'a assuré Jake. Votre mari planifie clairement cette tromperie depuis des années. Nous nous battrons pour tout ce que vous méritez. Je me suis senti pleine d'espoir pour la première fois depuis des mois. Jake a demandé des copies de tous les documents financiers que j'avais découverts, y compris les captures d'écran du portefeuille de crypto-monnaie de David. Il a promis d'enquêter sur les actifs cachés de David et de s'assurer que je reçoive un règlement équitable de nos biens matrimoniaux. La crypto-monnaie rend les affaires de divorce compliquées, a expliqué Jake. Mais nous pouvons prouver que ces actifs ont été acquis pendant votre mariage avec des fonds matrimoniaux. Vous avez droit à au moins la moitié de tout. J'ai signé l'accord de représentation et payé la compte de 5 000 $ de Jake en utilisant le reste de la limite de ma carte de crédit d'urgence. Pendant 2 semaines, Jake a semblé travailler avec diligence en mon nom. Il a demandé des dossiers financiers aux avocats de David et déposé des requêtes exigeant la divulgation complète des actifs. Mais quelque chose semblait clocher lors de notre 3e réunion. Jake semblait nerveux, évitant le contact visuel tout en discutant de la stratégie. Lorsque j'ai posé des questions sur les preuves de crypto-monnaie, il a prétendu que les avocats de David contestaient la légitimité de mes captures d'écran. Ils disent que vous pourriez avoir fabriqué ces images, a expliqué Jake de manière peu convaincante. Sans accès au compte réel de David, nous ne pouvons pas prouver que l'argent existe. Cela n'avait aucun sens. J'avais fourni à Jake les numéros de compte, l'historique des transactions et des preuves détaillées de la richesse secrète de David. Un avocat compétent aurait dû être capable d'assigner ces dossiers facilement. Mes soupçons se sont accrus lorsque j'ai accidentellement entendu une conversation téléphonique dans le couloir du bureau de Jake. J'étais arrivé en avance pour notre rendez-vous et j'avais besoin d'utiliser les toilettes lorsque la voix de Jake a traversé la fine porte de son bureau. Ne t'inquiète pas, Tom. Elle n'a aucune idée de ce à quoi elle a vraiment droit. Je vais la convaincre d'accepter les 50 000 $ et de disparaître discrètement. Tom. Je connaissais ce nom. Tom Bradley était l'avocat de David, un avocat habile du centre-ville spécialisé dans la protection des clients riches lors de divorces difficiles. Jake parlait à la représentation légale de David comme s'ils étaient de vieux amis. Je me suis pressé contre le mur,
tendant l'oreille pour en entendre plus. Les preuves de crypto-monnaie sont assez accablantes, a continué Jake. Mais si nous recommandons tous les deux le règlement standard, elle l'acceptera probablement. Elle est désespérée et n'a pas d'argent pour un autre avocat. Parfait, a répondu la voix de Tom via le haut-parleur. David apprécie ta coopération sur ce point. Tes honoraires de consultation seront virés aujourd'hui. Honoraires de consultation. Jake était payé par David pour saboter ma propre représentation juridique. Mon avocat travaillait pour mon mari. Je me suis éclipsé avant que Jake ne termine sa conversation, l'esprit vacillant. La stratégie de David était encore plus sophistiquée que je ne l'avais réalisé. Il n'avait pas seulement caché des actifs et falsifié des documents. Il avait corrompu mon conseil juridique pour s'assurer que je ne pourrais pas riposter efficacement. Ce soir-là, j'ai fait des recherches sur Jake Rodriguez plus approfondies que je n'aurais dû le faire avant de l'engager. Les avis en ligne révélaient un schéma de clients se sentant trahis et mal représentés. Une femme nommée Carol Henderson avait écrit une critique cinglante affirmant que Jake avait travaillé secrètement avec l'avocat de son ex-mari pour minimiser son règlement de divorce. J'ai appelé Carol Henderson directement. Elle a répondu à la deuxième sonnerie et est devenue immédiatement émotive lorsque j'ai expliqué ma situation. Jake Rodriguez a détruit ma vie, a dit Carol amèrement. J'ai découvert après que mon divorce fut prononcé qu'il avait fourni des informations à mon ex-mari tout le temps. Il m'a convaincu d'accepter $30 000 alors que mon ex gardait une entreprise valant plus de $500 000. L'avez-vous signalé au barreau, ai-je demandé. J'ai essayé, a répondu Carol. Mais Jake et l'avocat de mon ex-mari ont bien couvert leurs traces. Ils ont prétendu que toute communication relevait de la courtoisie professionnelle de routine. Je ne pouvais pas prouver qu'ils conspiraient activement contre moi. L'audience de divorce était prévue pour le mardi suivant. L'équipe juridique de David m'avait dépeinte comme une épouse amère essayant de voler de l'argent qu'elle n'avait pas gagné. Jake m'avait conseillé d'accepter leur offre de règlement, $50 000 et aucune pension alimentaire. Vous devriez être reconnaissante, avait dit Jake lors de notre dernière réunion. David pourrait facilement prouver que vous n'avez rien contribué à son succès financier. $50 000, c'est généreux dans ces circonstances. Je me suis assise dans ma maison vide ce lundi soir, réalisant que j'étais complètement seul. Mon père était mort 3 mois plus tôt. David m'avait systématiquement isolé des amis qui auraient pu m'offrir du soutien. Mon avocat corrompu travaillait avec l'équipe de David pour me priver de tout ce que j'avais aidé à construire pendant notre mariage. Mais alors que je fixais l'écran de mon ordinateur portable, une idée a commencé à germer. David pensait avoir prévu toutes les éventualités, mais il avait sous-estimé quelque chose d'important. Je n'allais pas me rendre sans utiliser toutes les ressources à ma disposition. J'ai ouvert un nouveau document et commencé à taper. Si Jake Rodriguez ne représentait pas mes intérêts, je les représenterais moi-même. David voulait jouer avec les preuves et la manipulation juridique. Il était temps de lui montrer à quoi ressemblaient de vraies preuves. Sans avocat en qui je pouvais avoir confiance, et à moins de 24 heures de l'audience de divorce, j'ai décidé d'enquêter moi-même sur les crimes de David. Mon expérience en marketing m'avait appris des compétences de recherche qui se sont avérées étonnamment utiles pour le travail de détective financier. J'ai commencé par créer une chronologie détaillée des achats de crypto-monnaies de David en utilisant les captures d'écran que j'avais prises de son ordinateur portable. Le modèle qui a émergé était profondément troublant. Les investissements les plus importants de David avaient été réalisés immédiatement après des réclamations d'assurance majeures à son bureau. Chaque fois que Midwest Mutual traitait un vol de voiture important ou un règlement d'accident, David achetait pour des milliers de dollars de monnaie numérique dans les jours suivants. Cela ne pouvait pas être une coïncidence. J'ai fait des recherches sur les réclamations d'assurance que David avait traitées au cours des 3 dernières années, en utilisant des dossiers publics et des reportages pour vérifier les détails. Ce que j'ai découvert m'a glacé le sang. Beaucoup des cas les plus rentables de David impliquaient des vols de voitures qui semblaient étrangement coordonnés. Des véhicules de luxe volés dans des quartiers spécifiques, toujours retrouvés avec des dommages importants nécessitant des paiements pour perte totale. Les victimes de vol avaient souvent des liens avec les mêmes ateliers de réparation automobile, sociétés de remorquage et concessionnaires de récupération. J'ai creusé davantage un cas qui me dérangeait particulièrement. Une Mercedes-Benz flambant neuve avait été volée dans le parking de Polari Fashion Place en mars. La propriétaire, une femme nommée Jennifer Walsh, a reçu un règlement de $87 000 après que la voiture a été retrouvée brûlée au-delà de toute réparation dans un champ rural. Jennifer Walsh.
Ce nom de famille semblait familier. J'ai cherché dans mon téléphone et trouvé le lien immédiatement. Amber Walsh, la secrétaire et petite amie de David, avait le même nom de famille inhabituel. Une recherche rapide sur les réseaux sociaux a confirmé mes soupçons, Jennifer était la mère d'Amber. Le vol était orchestré. David avait traité une réclamation d'assurance frauduleuse pour la famille de sa petite amie, générant un paiement énorme que personne n'a remis en question car les papiers semblaient légitimes. La position de David en tant qu'expert en sinistre lui donnait accès à des informations confidentielles sur des véhicules de grande valeur et des vulnérabilités de sécurité que des criminels pouvaient exploiter. J'ai passé toute la nuit à relier ces points. David ne me cachait pas seulement de l'argent. Il dirigeait une opération sophistiquée de fraude à l'assurance, prenant des paiements en pourcentage en crypto-monnaie pour garder les transactions intraçables. Les 2 millions de dollars dans ses comptes cachés représentaient sa part de dizaines de fausses réclamations sur 3 ans. Mais le stratagème allait encore plus loin que la fraude à l'assurance. J'ai découvert que David communiquait avec quelqu'un nommé Vincent Carlucci via des applications de messagerie cryptées. Vincent possédait plusieurs ateliers de réparation automobile à Columbus et avait des liens avec des concessionnaires de récupération dans tout l'Ohio. David fournissait à Vincent des informations privilégiées sur des voitures de valeur et des zones de stationnement peu sécurisées. L'équipe de Vincent volait les véhicules, les endommageait au-delà de toute réparation et partageait les règlements d'assurance avec David. Patricia, la mère de David, n'était pas une spectatrice innocente. Elle travaillait à temps partiel comme notaire public et créait des documents frauduleux pour soutenir les fausses réclamations. Les titres de véhicules, les transferts de propriété et les évaluations de dommages portaient tous son sceau officiel, donnant à l'opération de David une apparence de légitimité qui trompait les enquêteurs d'assurance. La découverte la plus choquante est survenue lorsque j'ai retracé le véritable passé d'Amber. Elle n'était pas juste une diplômée naïve qui était tombée dans une aventure avec son patron. Amber Walsh était la nièce de Vincent Carlucci, délibérément placée dans le bureau de David pour faciliter l'opération de blanchiment d'argent. Son travail n'était pas de traiter la paperasse d'assurance. Son travail consistait à séduire David et à l'aider à déplacer les produits du crime via des échanges de crypto-monnaies. Mais David ne connaissait pas les liens familiaux d'Amber. J'ai trouvé des preuves qu'Amber et Vincent prévoyaient de voler les comptes de crypto-monnaies de David et de disparaître, le laissant assumer l'entière responsabilité lorsque les enquêteurs fédéraux découvriraient finalement le réseau de fraude. La romance d'Amber était entièrement fausse, conçue pour obtenir l'accès aux informations financières de David et aux mots de passe de son portefeuille numérique. À l'aube du mardi matin, j'ai réalisé que l'audience de divorce serait très bientôt le moindre des problèmes de David. Mais j'ai aussi découvert quelque chose qui a changé toute ma stratégie pour la salle d'audience. Le juge Harrison n'était pas n'importe quel juge aux affaires familiales. Avant d'accepter sa nomination judiciaire, William Harrison avait passé 12 ans comme procureur fédéral, se spécialisant dans les crimes financiers et les enquêtes sur le crime organisé. Son profil LinkedIn montrait qu'il avait poursuivi avec succès des dizaines de cas de blanchiment d'argent et de fraude à l'assurance au cours de sa carrière au bureau du procureur américain. Plus important encore, j'ai trouvé des articles de presse indiquant que le juge Harrison consultait discrètement des agences fédérales sur des enquêtes en cours sur des crimes financiers dans le centre de l'Ohio. Un article du Columbus Dispatch datant de 2 mois mentionnait que l'expertise du juge Harrison avait été demandée par le FBI pour une affaire de fraude complexe impliquant plusieurs compagnies d'assurance. David n'avait aucune idée que son affaire de divorce était entendue par quelqu'un d'uniquement qualifié pour reconnaître des preuves criminelles lorsqu'elles sont présentées correctement. Si je pouvais documenter clairement les crimes de David et fournir les bonnes informations au juge Harrison, la procédure de divorce pourrait devenir le cadet des soucis de David. J'ai passé la matinée à rédiger une lettre détaillée exposant tout ce que j'avais découvert. J'ai inclus les numéros de compte, les dates de transaction et les liens clairs entre les réclamations d'assurance de David et ses investissements en crypto-monnaie. J'ai fourni les coordonnées de Vincent Carlucci et décrit le rôle de Patricia dans la création de documents frauduleux. Plus important encore, j'ai expliqué la véritable identité d'Amber et le plan de sa famille pour voler l'argent de David tout en le laissant exposé à des poursuites fédérales. David pensait être le cerveau criminel de cette opération, mais il était en fait la plus grande victime d'une escroquerie sophistiquée conçue pour le détruire. J'ai scellé la lettre dans une enveloppe adressée au juge Harrison et je me suis préparé pour ce que j'espérais être la matinée la plus satisfaisante de ma vie. David voulait m'humilier au tribunal tout en protégeant sa fortune criminelle. Au lieu de cela, il allait découvrir que certaines batailles ne peuvent pas être gagnées par la tromperie et la corruption. La vérité a une façon de refaire surface aux moments les plus inattendus. Pendant que David et Amber célébraient leur victoire anticipée au tribunal,
j'ai passé le lundi soir à construire méthodiquement un dossier en béton contre leur entreprise criminelle. Mes compétences en recherche marketing, affinées par des années d'enquête sur le comportement des consommateurs et les tendances du marché, se sont avérées inestimables pour démêler les crimes financiers. J'ai commencé par télécharger chaque élément de preuve auquel je pouvais accéder légalement. L'ordinateur portable de David restait dans son bureau à domicile, protégé par un mot de passe mais non crypté. Son arrogance l'avait conduit à enregistrer les mots de passe dans son navigateur, me donnant accès à des comptes de messagerie qu'il pensait sécurisés. J'ai trouvé des communications remontant à 2 ans documentant l'évolution de son partenariat avec le réseau de vol de Vincent Carluxy. Les premiers courriels montraient David fournissant des informations de base sur des réclamations d'assurance de grande valeur, acceptant de petits paiements en espèces pour des tuyaux sur des véhicules vulnérables. Mais l'opération était devenue exponentiellement plus sophistiquée avec le temps. La position de David chez Midwest Mutual lui donnait accès à des bases de données complètes contenant des informations sur les véhicules, des évaluations de sécurité et des profils de propriétaires que les criminels pouvaient utiliser pour cibler des voitures spécifiques. J'ai découvert que David utilisait son accès légitime pour effectuer des vérifications d'antécédents sur des victimes potentielles, identifiant les personnes qui voyageaient fréquemment ou avaient des horaires de travail irréguliers qui retarderaient la découverte du vol. Il faisait des recherches sur les systèmes de sécurité des parkings, trouvant des vulnérabilités que l'équipe de Vincent pouvait exploiter lors de vols coordonnés. La preuve la plus accablante provenait des communications de David avec Amber, qui révélaient son véritable rôle dans la conspiration. Loin d'être une secrétaire innocente tombée amoureuse de son charmant patron, Amber était l'agent stratégiquement placé de Vincent Carluxy, chargé de gagner la confiance de David et d'accéder à ses comptes financiers. Oncle Vinny dit que la crypto-monnaie est parfaite, avait écrit Amber dans un message. Une fois que nous aurons les mots de passe de ton portefeuille, nous pourrons tout transférer à l'étranger et te laisser propre. Le FBI pensera que tu as dépensé l'argent au jeu ou avec des femmes. La réponse de David montrait qu'il croyait sincèrement qu'Amber l'aimait. J'ai hâte de commencer notre nouvelle vie au Costa Rica. Tu m'as rendu plus heureux que je ne l'aurais jamais cru possible. Les réponses d'Amber étaient froidement calculées. Assure-toi juste de continuer à transférer l'argent de l'assurance en crypto. Nous avons besoin d'au moins 3 millions avant de faire notre coup. J'ai réalisé que David était manipulé par des professionnels qui le considéraient comme un atout utile mais jetable. La séduction d'Amber était entièrement stratégique, conçue pour obtenir un contrôle émotionnel sur quelqu'un ayant accès à des informations précieuses et à des ressources financières. David pensait être le cerveau criminel, mais il était en fait une cible mise en place pour une destruction éventuelle. Mon enquête a révélé que l'étendue de l'opération de Vincent Carluxy s'étendait bien au-delà du vol de voiture. Les dossiers publics montraient que Vincent possédait 17 entreprises dans tout l'Ohio, ateliers de réparation automobile, services de remorquage, casse et concessionnaires de voitures d'occasion, formant un écosystème complet pour traiter les véhicules volés. Son entreprise criminelle fonctionnait depuis plus d'une décennie, générant des millions de revenus de fraude à l'assurance. La participation de David avait rendu l'opération considérablement plus efficace. Au lieu de cibler au hasard des voitures de valeur et d'espérer des vols réussis, l'équipe de Vincent pouvait désormais sélectionner des véhicules spécifiques avec des informations privilégiées sur leur vulnérabilité, leur emplacement et leur couverture d'assurance. Le traitement par David des réclamations frauduleuses garantissait des paiements rapides sans enquête approfondie. Mais j'ai aussi découvert que les enquêteurs fédéraux surveillaient les activités de Vincent depuis 8 mois. L'agent du FBI Sarah Collins montait un dossier contre le réseau de vol grâce à la surveillance, à l'analyse financière et à la coopération d'informateurs au sein de l'organisation criminelle. Le nom de David apparaissait dans plusieurs dossiers d'enquête fédéraux comme une personne d'intérêt dont le rôle restait flou. L'implication du juge Harrison est devenue limpide lorsque j'ai trouvé des références à sa consultation sur l'affaire fédérale. Le FBI avait spécifiquement demandé l'expertise du juge Harrison en raison de son expérience dans la poursuite du crime organisé et de sa familiarité avec les stratagèmes de fraude à l'assurance. L'affaire de divorce de David était entendue par quelqu'un qui connaissait déjà ses activités criminelles par le biais des canaux fédéraux d'application de la loi. Cela me donnait un énorme avantage stratégique. Au lieu d'essayer de convaincre un juge sceptique que mon futur ex-mari était secrètement un criminel, je pouvais fournir des preuves spécifiques à quelqu'un déjà familier avec l'enquête plus large. Le juge Harrison reconnaîtrait l'importance d'informations qui pourraient sembler non pertinentes pour d'autres juges. J'ai passé des heures à organiser mes preuves en une présentation complète. J'ai créé une chronologie montrant la corrélation entre les réclamations d'assurance de David et ses achats de crypto-monnaies. J'ai documenté les liens familiaux entre Amber,
Jennifer Walsh et Vincent Carlucci qui prouvaient que le vol frauduleux de la Mercedes était coordonné. J'ai fourni des numéros de compte bancaires, des enregistrements de transactions et des journaux de communication qui démontraient la nature systématique de l'entreprise criminelle de David. Plus important encore, j'ai exposé la tromperie d'Amber et le plan de Vincent pour voler la fortune en crypto-monnaie de David. David croyait voler des compagnies d'assurance pour financer son escapade romantique avec une femme qu'il aimait. En réalité, il était manipulé par des criminels professionnels qui prévoyaient de le dépouiller tout en s'assurant qu'il assume l'entière responsabilité légale de leurs crimes. J'ai également rassemblé des preuves du rôle crucial de Patricia dans la conspiration. Son sceau de notaire apparaissait sur des dizaines de documents frauduleux soutenant de fausses réclamations d'assurance. Elle avait aidé David à créer de faux dossiers de propriété, des évaluations de dommages et des états financiers qui ont convaincu les enquêteurs d'assurance d'approuver des règlements pour des pertes inexistantes. Mardi matin, j'avais compilé un dossier complet reliant chaque aspect des activités criminelles de David à des individus spécifiques, des transactions et des numéros de dossiers fédéraux. Ma lettre au juge Harrison ne demanderait pas seulement un règlement de divorce équitable. Elle fournirait des preuves cruciales pour une enquête fédérale en cours, tout en exposant les crimes de David de la manière la plus publique et humiliante possible. David pensait avoir neutralisé toute menace contre son empire criminel en corrompant mon avocat et en m'isolant financièrement. Il avait prévu chaque éventualité, sauf la possibilité que sa victime soit assez intelligente pour enquêter sur lui professionnellement. Alors que je me préparais pour la confrontation au tribunal, je me sentais calme pour la première fois depuis des mois. David, Amber et Patricia étaient sur le point d'apprendre que certaines personnes ripostent d'une manière que leurs ennemis n'anticipent jamais. Le mardi matin est arrivé gris et bruineux, correspondant à l'humeur sombre du tribunal de la famille du comté de Franklin. J'étais assise seule à la table du plaignant, portant mon tailleur bleu marine le plus professionnel, tandis que le côté de la salle d'audience de David ressemblait à une célébration. Il portait un costume anthracite coûteux que je n'avais jamais vu auparavant, avec Amber accrochée à son bras dans une robe de créateur qui coûtait probablement plus que mon salaire mensuel. Patricia était assise juste derrière eux, rayonnante d'une satisfaction suffisante, comme quelqu'un regardant son film préféré. Jake Rodriguez évitait le contact visuel alors qu'il mélangeait des papiers avec l'enthousiasme de quelqu'un remplissant une obligation indésirable. L'avocat de David, Tom Bradley, exsudait la confiance dans son costume italien sur mesure et ses chaussures en cuir ciré qui coûtaient probablement plus que le loyer de la plupart des gens. Le juge William Harrison est entré dans la salle d'audience avec l'allure digne de quelqu'un qui avait passé des décennies à traiter la nature humaine à son pire. Ses cheveux argentés et ses yeux bleus perçants lui donnaient une présence autoritaire qui commandait un respect immédiat. À 62 ans, le juge Harrison avait vu tous les types d'affaires de divorce imaginables, mais son expression suggérait que cette audience particulière pourrait s'avérer plus intéressante que la plupart. « Bonjour », a commencé le juge Harrison, s'installant dans son fauteuil derrière l'imposant banc en bois. « C'est l'affaire Walsh contre Walsh, numéro de dossier 23 DR 4789. Nous sommes ici pour la procédure finale de divorce et le règlement des biens. » Tom Bradley s'est levé le premier, sa voix lisse et exercée. « Votre honneur, mon client David Walsh demande une dissolution juste et équitable de son mariage de 5 ans avec Monica Walsh. Monsieur Walsh a été le principal soutien de famille tout au long de leur relation, travaillant comme expert en sinistre, tout en soutenant la modeste carrière de sa femme dans la coordination marketing. » J'ai observé le visage de David pendant que Tom présentait leur récit soigneusement élaboré. David paraissait détendu et confiant, chuchotant occasionnellement des commentaires à Amber qui la faisait glousser doucement. Patricia hochait la tête en signe d'approbation à chaque déclaration, clairement satisfaite de la tournure des événements. Monsieur Walsh a préparé une offre de règlement généreuse, a continué Tom, reconnaissant que Madame Walsh a contribué à leur ménage malgré sa capacité financière limitée. Il est prêt à offrir $50 000 de leurs actifs communs, ainsi que l'effacement des dettes que Madame Walsh a accumulées par des dépenses irresponsables. Les commentaires sur les dépenses irresponsables ont piqué, mais je suis resté calme. David n'avait aucune idée de ce qu'il attendait. Tom a passé 20 minutes à présenter leur version de notre mariage, me dépeignant comme une épouse financièrement naïve qui n'avait pas su apprécier le travail acharné et les sacrifices de David. Selon leur récit, j'étais une croqueuse de diamants cherchant une compensation imméritée d'un modeste employé d'assurance qui avait épargné diligemment tout au long de notre relation. Quand Tom a fini, Jake Rodriguez s'est levé à contre-cœur pour présenter mon cas. Sa représentation était au mieux sommaire, suggérant que je devrais accepter avec gratitude l'offre généreuse de David plutôt que de risquer de ne rien recevoir par un litige contentieux. Votre honneur, a dit Jake sans conviction,
Madame Walsh apprécie la volonté de Monsieur Walsh de fournir un soutien financier pendant cette transition difficile. Bien qu'elle espérait initialement un règlement plus important, elle reconnaît les limites pratiques de leurs actifs communs. Je voulais crier. Jake était censé se battre pour mes droits, pas saboter activement mes intérêts pour aider l'équipe juridique de David. Mais j'ai mordu ma langue et attendu le moment que j'avais planifié. Le juge Harrison a écouté patiemment les deux présentations avant d'aborder la division des biens. Monsieur Walsh, j'aimerais revoir les déclarations de divulgation financière que vous avez soumises. Ces documents indiquent que vos actifs totaux s'élèvent à environ 73 000 $ en compte joint et épargne retraite. David a hoché la tête avec confiance. C'est exact, votre honneur. Nous avons toujours vécu modestement selon nos moyens. Et Madame Walsh, a continué le juge Harrison en se tournant vers moi. Êtes-vous d'accord avec ces évaluations d'actifs? C'était mon moment. Je me suis levé lentement, le cœur battant, mais la voix stable. Votre honneur, je suis respectueusement en désaccord avec ces évaluations. Je crois qu'il y a des actifs importants qui n'ont pas été divulgués correctement. L'expression confiante de David a vacillé légèrement. Tom Bradley a lancé un regard d'avertissement à Jake, s'attendant clairement à ce qu'il contrôle la défiance inattendue de sa cliente. Votre honneur, ai-je continué, j'ai préparé une lettre détaillée documentant mes préoccupations concernant les informations financières présentées à ce tribunal. Je pense que vous trouverez le contenu très instructif. Je me suis avancé et j'ai remis l'enveloppe scellée au greffier du tribunal, qui l'a passée directement au juge Harrison. Le visage de David était devenu pâle, mais il essayait de garder son sang-froid. Quel genre de préoccupation, a demandé Tom Bradley sèchement, clairement pris au dépourvu. Je vais laisser le juge examiner ma documentation, ai-je répondu calmement en retournant à ma place. Le juge Harrison a ouvert l'enveloppe et a commencé à lire ma lettre. La salle d'audience est devenue silencieuse, à l'exception du doux murmure des pages qui tournaient. J'ai regardé son expression changer à mesure qu'il absorbait les informations que j'avais compilées, les comptes de crypto-monnaie, le stratagème de fraude à l'assurance, les liens avec le réseau de vol de Vincent Carluxy, la véritable identité d'Amber et le rôle de Patricia dans la création de documents frauduleux. Après plusieurs minutes, le juge Harrison a levé les yeux de la lettre avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait interpréter. Ses yeux se sont déplacés lentement de David à Amber, puis à Patricia, étudiant chacun d'eux avec une nouvelle compréhension. C'est très intéressant, a dit le juge Harrison doucement, sa voix portant une pointe d'amusement qui m'a donné des frissons. Madame Walsh, cette lettre fait référence à plusieurs enquêtes fédérales en cours. Êtes-vous certaine de ces allégations? Absolument certaine, votre honneur. J'ai inclus les numéros de compte, les enregistrements de transactions et les numéros de dossiers fédéraux pour votre vérification. David s'est penché en avant sur sa chaise, la confusion remplaçant sa confiance antérieure. Votre honneur, je n'ai aucune idée du genre de mensonges que ma femme a fabriqués, mais je peux vous assurer qu'ils sont complètement faux. Le léger sourire du juge Harrison était l'expression la plus terrifiante que j'ai jamais vue dans une salle d'audience. Monsieur Walsh, vous avez mentionné que Madame Walsh ne toucherait plus jamais à votre argent. À quel argent faisiez-vous référence spécifiquement? Nos économies communes, votre honneur. Les comptes que nous avons divulgués au tribunal. Je vois, a répondu le juge Harrison, jetant à nouveau un coup d'œil à ma lettre. Et vous êtes convaincu que cela représente l'intégralité de vos biens matrimoniaux? Absolument, votre honneur. Amber a serré la main de David de manière encourageante et a chuchoté, « Tu te débrouilles très bien, chérie. » Patricia a souri froidement et a murmuré juste assez fort pour être entendue, « Elle ne mérite pas un seul centime de l'argent de notre famille. » L'expression du juge Harrison a changé pour quelque chose approchant un amusement à peine contrôlé. Il a regardé directement David et a dit doucement, « Oh, c'est bon ça. » La couleur a complètement quitté le visage de David. Le sourire confiant d'Amber a vacillé. La suffisance de Patricia s'est transformée en confusion, puis en alarme croissante. « Votre honneur, a demandé Tom Bradley nerveusement, y a-t-il un problème avec notre divulgation financière? » Au lieu de répondre directement, le juge Harrison s'est excusé de la salle d'audience pendant 10 minutes. Le silence pendant son absence semblait oppressant. David chuchotait frénétiquement avec Tom Bradley tandis qu'Amber s'agitait nerveusement dans sa robe de créateur. Patricia continuait de jeter des coups d'œil aux sorties comme si elle calculait des itinéraires d'évasion. Lorsque le juge Harrison est revenu, il n'était pas seul. L'agent du FBI Sarah Collins est entrée dans la salle d'audience,
suivi de 6 agents fédéraux en costume sombre et gilet pare-balles. Des agents supplémentaires se sont positionnés à chaque sortie, bloquant toute possibilité d'évasion. David Walsh, a annoncé l'agent Collins d'une voix claire et autoritaire, vous êtes en état d'arrestation pour blanchiment d'argent, fraude à l'assurance, racket et complot en vue de commettre un vol. La salle d'audience a éclaté dans le chaos. David a bondi de sa chaise, le visage tordu par la rage et l'incrédulité. Tu as tout détruit, m'a-t-il crié alors que les agents fédéraux s'apprêtaient à le maîtriser. Tout est de ta faute. Amber a essayé de courir mais a trouvé son chemin bloqué par des agents. Je ne savais pas que cela arriverait, a-t-elle pleuré alors que les menottes cliquaient autour de ses poignets. Je ne faisais que suivre les ordres. Patricia a tenté de s'éclipser par la porte latérale, seulement pour rencontrer 2 autres agents qui l'attendaient. Je voulais seulement protéger mon fils, a-t-elle supplié alors qu'il lui lisait ses droits. L'agent Collins s'est approché de Jake Rodriguez, qui était assis figé dans une incrédulité horrifiée. Monsieur Rodriguez, vous êtes également en état d'arrestation pour entrave à la justice et complot en vue de commettre une fraude. C'est impossible, a bégayé Jake alors que les agents l'emmenaient. Je ne faisais que représenter mon client. Tom Bradley s'est retrouvé menotté lui aussi, son costume coûteux paraissant soudain ridicule sous les lumières crues de la salle d'audience. Vous ne pouvez pas prouver que je savais quoi que ce soit sur une activité criminelle. A-t-il protesté faiblement. En quelques minutes, la salle d'audience avait été vidée de tout le monde sauf le juge Harrison, l'agent Collins et moi-même. Le silence semblait surréel après le chaos des multiples arrestations et des protestations désespérées. Le juge Harrison m'a regardé avec quelque chose approchant l'admiration. Madame Walsh, votre travail d'investigation a fourni des preuves cruciales pour une affaire fédérale que nous montons depuis 8 mois. L'agent Collins attendait exactement ce type de documentation. L'agent Collins a hoché la tête avec appréciation. Votre lettre contenait des informations qui nous ont aidés à relier les dernières pièces d'une entreprise criminelle de plusieurs millions de dollars. Nous surveillons l'opération de Vincent Carlucci, mais nous avions besoin de preuves de la composante fraude à l'assurance. Que se passe-t-il maintenant, ai-je demandé, traitant encore la transformation dramatique de mon audience de divorce en une descente de police fédérale. Maintenant, a répondu le juge Harrison avec une satisfaction évidente, nous traitons le règlement des biens sur la base d'informations financières exactes. Les comptes de crypto-monnaie de M. Walsh, totalisant un peu plus de 2 millions de dollars, sont sujets à confiscation en tant que produit d'une activité criminelle. Cependant, les parties acquises avec des fonds matrimoniaux légitimes vous seront restituées en tant qu'épouse non criminelle. L'ironie était parfaite. David avait essayé de m'escroquer de 50 000 dollars tout en cachant des millions en produits criminels. Au lieu de cela, sa cupidité et sa tromperie avaient exposé ses crimes et assuré que je recevrais tout ce à quoi j'avais légalement droit, plus des dommages et intérêts pour ses activités frauduleuses. Alors que les agents fédéraux emmenaient David menotté, il s'est retourné pour me foudroyer du regard une dernière fois. Tu n'as aucune idée de ce que tu as fait, a-t-il grogné. Mais je savais exactement ce que j'avais fait. J'avais refusé d'être une victime. 6 mois plus tard, je suis assise dans mon nouveau bureau à domicile donnant sur le lac Erie, regardant les voiliers dériver sur l'eau pendant que mon chien de sauvetage, Justice, dort paisiblement dans un coin de soleil de l'après-midi. La vue depuis ma maison coloniale à 2 étages à Lakewood représente tout ce que David a essayé de me voler, la sécurité, la paix et la liberté de construire la vie que je mérite vraiment. Les conséquences juridiques de l'arrestation de David ont avancé rapidement devant le tribunal fédéral. Il a plaidé coupable de 14 chefs d'accusation de fraude à l'assurance, de blanchiment d'argent et de racket pour éviter un procès qui aurait entraîné la prison à vie. Sa peine fédérale de 12 ans signifie qu'il aura 68 ans lorsqu'il sera admissible à la libération conditionnelle. Le garçon qui pensait être assez malin pour voler des millions a découvert que les procureurs fédéraux n'apprécient pas les crimes financiers impliquant des réseaux de vol organisés. Amber a reçu 8 ans pour complot et fraude. Lors de son audience de détermination de la peine, elle a finalement révélé toute l'étendue de la manipulation de Vincent Carlucci. Elle avait été recrutée à 19 ans pour séduire David et obtenir l'accès à ses identifiants de compagnie d'assurance. Toute sa relation avec David était une mission professionnelle conçue pour exploiter ses vulnérabilités émotionnelles tout en rassemblant des informations pour le réseau de vol. Je ne l'ai jamais aimé, a témoigné Amber en larmes. Oncle Vincent a dit que David était une cible qui pourrait nous rendre riches si je jouais le rôle correctement. J'étais censé obtenir ces mots de passe de crypto-monnaie et disparaître, mais je suis devenue trop confiante et j'ai attendu trop longtemps. Le visage de David pendant le témoignage d'Amber était déchirant,
même en considérant tout ce qu'il m'avait fait. Apprendre que sa grande romance était entièrement fabriquée, que chaque moment intime avait été une manipulation calculée, l'a détruit plus complètement que sa peine de prison. L'homme qui m'avait trahi par amour a découvert qu'il n'avait jamais été aimé du tout. Patricia a reçu 5 ans de prison fédérale pour son rôle dans la création de documents frauduleux. Sa licence de notaire a été révoquée définitivement, et elle a perdu sa maison lorsque les procureurs ont saisi les actifs liés à l'entreprise criminelle. La femme qui avait passé des années à me dire que je ne méritais pas l'argent de sa famille a fini par perdre tout ce qu'elle avait essayé de protéger. Jake Rodriguez a été condamné à 3 ans pour faute professionnelle juridique et complot. L'association du barreau de l'Ohio l'a radié définitivement après avoir enquêté sur les plaintes de 17 anciens clients qui avaient été trahis par ses pratiques corrompues. Tom Bradley a reçu 4 ans et a perdu sa licence pour pratiquer le droit partout aux États-Unis. L'empire criminel entier de Vincent Carluxy s'est effondré lorsque les enquêteurs fédéraux ont utilisé mes preuves pour obtenir des mandats de perquisition pour ces entreprises. Le réseau de vol de voitures avait volé plus de 400 véhicules au cours de la dernière décennie, générant 15 millions de dollars en règlements d'assurance frauduleux. Vincent a reçu 25 ans de prison fédérale, mettant fin définitivement à sa carrière criminelle. Le recouvrement financier a dépassé mes attentes de façon spectaculaire. Le portefeuille de crypto-monnaie de David, évalué à 2,1 millions de dollars lors de sa saisie, avait atteint 2,8 millions de dollars au moment où les tribunaux ont déterminé ma propriété légale des parts matrimoniales. Les procureurs fédéraux m'ont restitué 90% de l'argent à titre de dédommagement, ne gardant que les parties directement traçables à des actes criminels spécifiques. De plus, Midwest Mutual Insurance a payé des dommages substantiels pour l'utilisation frauduleuse par David des ressources de l'entreprise et des informations confidentielles. Leur règlement de 400 000 $ comprenait une compensation pour ma détresse émotionnelle et la reconnaissance que leur surveillance inadéquate avait permis les activités criminelles de David. La maison que David avait achetée avec de l'argent volé a été confisquée et vendue, les profits étant ajoutés à mon compte de restitution. Même la voiture coûteuse de David et la BMW d'Amber ont été saisies et liquidées pour compenser les compagnies d'assurance qu'il a fraudées. Mais l'aspect le plus satisfaisant de la justice n'était pas financier. L'agent Sarah Collins est devenue une amie proche au cours du processus d'enquête, et nous avons découvert des intérêts communs pour la randonnée, la cuisine et les terribles émissions de télé-réalité. Lorsqu'elle s'est fiancée à son partenaire de longue date, le détective Mike Thompson, 6 mois plus tard, j'ai eu l'honneur d'être invité à leur mariage. « Tu as sauvé cette affaire », m'a dit Sarah à la réception. Nous avions la surveillance et les dossiers financiers, mais nous avions besoin de quelqu'un à l'intérieur de l'opération pour fournir les liens qui rendaient les poursuites possibles. Ton courage et ton intelligence ont fait tomber des criminels qui volaient des gens honnêtes depuis des années. L'expérience m'a appris que la vraie force ne consiste pas à gagner des batailles ou à se venger. La vraie force consiste à refuser d'accepter l'injustice quand tout le monde autour de vous insiste pour que vous vous rendiez tranquillement. David pensait qu'il pouvait me détruire financièrement et émotionnellement, car je semblais impuissante face à ses relations criminelles, et à sa représentation juridique corrompue. Mais le pouvoir ne réside pas toujours dans l'argent ou l'influence. Parfois, le pouvoir vient de la volonté de travailler plus dur que ce que vos ennemis attendent, d'enquêter plus minutieusement qu'ils ne le pensaient possible, et de riposter d'une manière qu'ils n'ont jamais anticipée. J'ai utilisé l'argent de mon règlement pour lancer Walsh Marketing Solutions, une société de conseil qui aide les petites entreprises à développer des stratégies publicitaires efficaces et à bâtir des relations clients. Ma première année a rapporté 230 000 $ de revenus, prouvant que je n'ai jamais été le fardeau financier que David prétendait que je représentais. Le travail semble significatif d'une manière que mon emploi précédent ne l'était jamais. J'aide des restaurants familiaux à créer des campagnes sur les réseaux sociaux qui attirent de nouveaux clients. Je développe des stratégies marketing pour des magasins de détail locaux en concurrence avec des chaînes corporatives. J'assiste des organisations à but non lucratif dans des campagnes de collecte de fonds qui soutiennent des causes communautaires importantes. Ma vie personnelle s'est également épanouie. J'ai adopté Justice auprès d'une organisation locale de sauvetage d'animaux, et il est devenu le compagnon idéal pour quelqu'un qui reconstruit sa vie après une trahison. Nous faisons de longues promenades le long du lac chaque matin, et il accueille chaque nouveau jour avec un enthousiasme qui me rappelle d'apprécier les plaisirs simples. J'ai recommencé à fréquenter quelqu'un, lentement et prudemment. Il y a un homme merveilleux nommé Brian qui possède une librairie à Cleveland Heights. Il me fait rire, me traite avec un respect sincère et partage ma passion pour les romans policiers et les matchs des Browns le dimanche après-midi. Nous prenons les choses lentement, mais je me sens pleine d'espoir pour l'avenir d'une manière que je n'avais pas connue depuis mes 20 ans.
La leçon la plus importante de cette expérience concerne l'estime de soi et la défense de ce qui est juste. David m'a manipulé pendant des années en me convainquant que j'avais de la chance d'avoir une relation, quelle qu'elle soit, et que demander du respect ou un traitement équitable était déraisonnable et égoïste. Sa mère renforçait ses messages en suggérant que je n'étais pas assez bien pour leur famille. Mais j'ai appris qu'accepter la maltraitance ne fait pas de vous une bonne personne. Cela fait de vous une victime. Se battre pour la justice n'est pas égoïste lorsque l'alternative est de permettre à des criminels de détruire la vie de personnes innocentes pour le profit. Parfois, les gens qui essaient de vous détruire finissent par vous donner exactement ce dont vous avez besoin pour vous reconstruire plus fort que jamais. La trahison de David m'a forcé à découvrir des capacités que je ne soupçonnais pas. Son vol m'a appris à valoriser l'indépendance financière et la sécurité. Ces mensonges m'ont montré l'importance de m'entourer de personnes qui me traitent honnêtement et respectueusement. La justice ne consiste pas seulement à punir, bien que voir David faire face aux conséquences de ses crimes ait procuré une énorme satisfaction. La justice, c'est récupérer sa valeur et bâtir la vie que l'on mérite vraiment, peu importe ce que les autres pensent que vous avez le droit de recevoir. Aujourd'hui, je suis financièrement en sécurité, professionnellement prospère, émotionnellement saine et entouré de personnes qui se soucient sincèrement de mon bien-être. David purge une peine de prison fédérale tout en apprenant que les entreprises criminelles finissent par s'effondrer lorsque les participants deviennent trop avides et imprudents. Cela ressemble à la justice pour moi. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation où un proche travaillait secrètement contre vos intérêts? Comment avez-vous découvert la vérité et quelles mesures avez-vous prises pour vous protéger? J'aimerais entendre vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire a résonné en vous, appuyez sur le bouton j'aime pour aider d'autres personnes à la trouver. Abonnez-vous pour plus d'histoires vraies sur la façon de surmonter la trahison et de trouver la justice, et partagez ceci avec quiconque pourrait avoir besoin d'encouragement pour se défendre. Merci d'avoir écouté mon parcours, et j'espère que votre propre chemin mènera au bonheur et à la sécurité que vous méritez. N'oubliez pas que vous êtes plus fort que vous ne le pensez, et parfois les plus grandes victoires viennent du refus d'abandonner quand tout semble désespéré.